Bonjour tout le monde, ici Georges Bouchemi de Campagne Québec Vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Marine Baudin. Elle est docteure en sciences en microbiologie de la centrale Supélec. Elle a travaillé depuis son doctorat comme rédactrice médicale et chercheure indépendante. Avec le grand chercheur Denis Rancourt, avec lequel nous nous sommes entretenus l'année dernière sur le COVID et sur les courbes de décès, elle est co-auteure de 3 études sur le COVID et la mortalité, toutes causes confondues. Le dernier de ces articles, rédigé en anglais, vient tout juste de paraître sur le site de Denis Rancourt et s'intitule, et c'est ma traduction du titre, « Analyse de la mortalité, toutes causes confondues par semaine au Canada, 2010 à 2021, par province, âge et sexe. » Et donc, il n'y a pas eu de pandémie selon cette étude de COVID-19 et il existe des preuves solides de décès causés par les mesures sanitaires elles-mêmes chez les plus âgés et chez les jeunes hommes entre 0 et 44 ans. Alors, Marine Baudin, merci d'être venue aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps de vos vacances. Bienvenue à Lux Média. Merci de me recevoir, Georges. Alors, votre écran est gelé. Désolé, Marine, est-ce que vous pouvez le dégeler? Alors, voilà. Donc, Marine Baudin, cela fait 3 fois que vous avez collaboré avec Denis Rancourt pour ces études concernant le COVID et cette soi-disant pandémie. Et vous avez donc fait 3 études sur ce qu'on appelle les décès, toutes causes confondues. Alors, premièrement, ça pourrait surprendre énormément de personnes que vous dites qu'il n'y a pas de pandémie. Il n'y a pas eu de pandémie en 2020. Pourtant, il y a plusieurs statistiques de décès du COVID et donc, pourquoi avez-vous parlé, au lieu de parler des décès, des statistiques de décès dont nous entendons parler souvent dans les médias, pourquoi avez-vous utilisé la mesure de décès, toutes causes confondues et qu'est-ce que ça veut dire un décès, toutes causes confondues? Oui, alors je rectifie juste une petite chose. J'ai collaboré sur deux papiers avec Denis Rancourt et Jérémy Mercier pour le moment. On est sur le 3e là, donc ça va. C'est la France l'année dernière et le Canada cette année. Et donc, c'est en fait, quand on parle de mortalité, il faut faire vraiment attention sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Parce que les mortalités associées à une cause, peu importe la cause, c'est toujours sujet à des biais qui soient institutionnels, qui soient... des réglementations en vigueur dans le domaine ou de plein, là toutes sortes, là ça pourrait être par exemple des médias, etc., des pressions médiatiques. Donc en fait c'est toujours difficile de travailler sur des phénomènes fondamentaux avec la cause associée à la mortalité. Une façon de pouvoir en fait évincer le problème d'être sûr que ce soit une donnée qui est fiable, qui est utilisée de la même façon à travers différentes juridictions, à travers différents pays, de manière bien organisée, c'est en fait de s'intéresser et d'étudier et d'analyser la mortalité, toutes causes confondues. Parce que là, il n'y a que 2 possibilités, un mort ou pas de mort, donc c'est 0 ou 1, c'est binaire et ça reste... Voilà, la donnée la plus fondamentale pour analyser des processus épidémiologiques fondamentaux. Donc, si je comprends bien, vous me dites que si nous tentons de nous fier sur les statistiques gouvernementales des différents endroits où il pourrait y avoir eu cette pandémie, ces statistiques peuvent varier de place en place selon les critères utilisés pour un décès COVID et pour donc se débarrasser de toute cette confusion-là, parce qu'on sait, par exemple, que certains décès d'attaques cardiaques et autres ont été assimilés au COVID, ou des personnes qui sont très âgées et qui ont eu plusieurs comorbidités ont été indiquées comme étant décédées du COVID. Donc, pour éviter ce biais institutionnel, vous avez, pour déterminer s'il y avait eu vraiment un problème, une pandémie, vous avez regardé combien de décès ont eu lieu au Canada à comparer aux années précédentes pour voir s'il y a une grande différence. Et donc, est-ce que vous avez vu une grande différence entre les décès au total
au Canada dans les années qui précèdent 2020? Alors, comme vous aviez énoncé donc, dans le titre de l'article, on a regardé donc, la mortalité toutes causes confondues au Canada depuis 2010. Donc, de janvier, c'est la mortalité toutes causes confondues par semaine. Donc, c'est une donnée qui est disponible sur le site de Statistique Canada, donc l'office principal de statistique du pays. Et donc, par semaine, depuis la première semaine de janvier 2010 à la semaine 17, il me semble, de 2020. Donc, c'est-à-dire fin avril. Voilà, donc, donc on a regardé ces données. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez montrer un graphique déjà. Figure 1A, André? Voilà. Donc, si vous avez la figure 1A à l'écran, donc c'est exactement ce qu'on a récupéré donc, de la base de données StatCan. Et donc, vous voyez en fait l'évolution de la mortalité toute cause par semaine de janvier 2010 qui évolue en fonction du temps jusqu'à la semaine, donc à peu près fin mars. On a arrêté les graphiques à fin mars 2021, juste pour simple cause que les dernières semaines disponibles, les données ne sont pas encore consolidées. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a artificiellement un trou dans les datas, enfin, un gros plongeon. Donc, en fait, ce n'est pas représentatif. Donc voilà. Et donc, vous voyez sur ce graphique ce qu'on observe de manière macroscopique. On observe des variations qui descend, qui monte, qui descend en fonction du temps. Et donc, ce qui est assez flagrant, c'est que ce qu'on voit généralement, il y a deux grosses différences. Il y a la saison hivernale, si on veut, et la saison estivale. Donc, en saison hivernale, ce qu'on observe, c'est que la mortalité toute cause en fonction, par unité de temps, donc là, par semaine, augmente pendant la saison hivernale de façon un peu erratique, enfin des pics qui sont un peu voilà, les uns sur les autres, et ça redescend vers un creux l'été, etc., en fonction des saisons. Et ce qu'on observe aussi, c'est que les creux de l'été, quand vous regardez juste les périodes estivales, elles varient en fait de manière assez monotone c'est sur 10 ans, généralement sur une décennie. On a donc une pente linéaire qui donc là est un petit peu croissante. Voilà, donc c'est la mortalité estivale. Donc nous on appelle ça, cette pente croissante, là, cette tendance qui monte, qui va collecter en fait la mortalité estivale. On appelle ça en anglais la summer baseline, donc la base estivale. Et donc ce qu'on observe, c'est que donc donc vous voyez depuis 2010 jusqu'à 2021, il n'y a pas eu de choses extraordinaires. Les variations ont continué à augmenter, descendre, augmenter, descendre de manière régulière et consistante, quoi, c'est ça. Et donc ce qu'on a effectué également, donc ça c'est pour la figure 1A. Je ne sais pas si vous voulez passer à une autre figure, par exemple, on pourrait passer à la figure 2. Oui. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que, comme on l'a vu sur la figure 1A, il y a des augmentations et des diminutions. Et donc, si vous coupez l'année, on appelle ça une année cycle. Parce qu'il y a deux types d'années. En fait, en épidémiologie, généralement, on part quand on parle d'année, on parle d'année calendaire. Alors, l'année calendaire, donc, c'est de janvier à décembre. Et en fait, quand on observe les données, l'année calendaire, elle coupe en fait ces cycles, ces saisons, si on veut. Et donc, pour une façon d'éliminer cette coupure qui est artificielle, puisque l'année calendaire, c'est quelque chose qu'on fait pour les statistiques, qui est pratique pour les statistiques, mais ça ne reflète pas forcément la réalité saisonnière. Et donc, du coup, on est parti sur une année cycle. Une année cycle, ça va d'un creux à un creux. Un creux d'été de l'année N à l'autre creux d'été de l'année suivante. Donc, à peu près la semaine 31 d'une année à la semaine 30 de l'année suivante. Donc, on a vraiment les 52 semaines ou 53 semaines, ça dépend des années, qui sont dans une année cycle. Et comme ça, on peut comparer, donc sur la figure 2 que vous voyez, la mortalité toute cause par année cycle. Donc, c'est-à-dire pour toute une saison de 2011 à 2020. Et donc, sur ce graphique, vous voyez en fait que sur la dernière décennie, la mortalité toute cause au Canada suit une tendance positive, donc ça augmente. Et en 2020, donc ce qui nous intéresse, puisqu'en 2020, c'était l'année où l'OMS a déclaré la pandémie. Donc en fait, on voit que ce point-là, en 2020, suit la tendance de la dernière décennie.
il n'est pas de manière extravagante au-dessus, en fait. Donc, c'est pour montrer qu'on est vraiment, on est sur une année normale. En tout cas, il n'y a pas eu une mortalité extraordinaire si on compare sur les derniers 10 ans au Canada. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on conclut que juste avec cette observation grossière, macroscopique et fondamentale, surtout parce que c'est la mortalité toute cause, donc ça inclut tous les morts, qu'il n'y a pas eu de pandémie en 2020 au Canada. Donc, juste pour reprendre ce que vous avez dit, le premier graphique avec les dents de scie représente le cycle hivernal et estival de décès, toutes causes confondues au Canada. Alors, disons, l'été, il y a moins de virus dans les airs et donc il y a moins de décès. Donc, il va y avoir une chute de décès durant l'été. Et durant l'hiver, les conditions sont réunies pour des infections virales. Et donc, il y aura comme des pics de décès à chaque année. Donc, à chaque année, vous me dites que il y a toujours ce cycle de décès, plus de décès à l'hiver, moins l'été. Et qu'en 2020, ce cycle s'est reproduit tout à fait de façon semblable aux années précédentes. Oui, c'est ça. Alors après, je veux juste faire une petite précision. Les variations, donc la saisonnalité, c'est comme ça qu'on appelle la saisonnalité de la mortalité toute cause, elle s'observe aux juridictions ou aux pays de latitude moyenne, en hémisphère nord ou en hémisphère sud. C'est juste que l'été est inversé et l'hiver est inversé. Et donc, c'est vraiment ça qu'on observe. Donc, dans nos latitudes, donc au Canada, en Europe, aux États-Unis, c'est l'hiver, donc la saison hivernale, augmentation de la mortalité toute cause. Supposément principalement par des pathogènes en fait, qui circulent plus abondamment pendant la saison hivernale et à la saison estivale. Donc, on a une transmission plus faible, notamment des virus respiratoires, des maladies respiratoires virales. Alors après, il faut toujours faire attention parce que, encore une fois, c'est difficile d'associer, comme on disait juste avant, la mortalité associée à une cause, c'est vraiment difficile parce que surtout quand il s'agit d'une maladie virale respiratoire, généralement, il n'y a pas uniquement un virus en circulation, il y a plusieurs virus pathogènes, il y a notamment non seulement des virus, mais aussi des bactéries, d'autres différents microbes. Donc, c'est toujours des co-infections. Et puis, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme par exemple, si on parle des poumons, c'est un peu un champ de bataille entre les systèmes de notre corps, les systèmes immunitaires, les particules virales qui peuvent être présentes, les virions, et également les pathogènes opportunistes comme des bactéries, enfin... qui pourrait, voilà, donc c'est vraiment un mélange, donc c'est pour ça que c'est difficile de dire c'est juste tel pathogène qui va causer tel, si on peut pas vraiment associer de manière absolue en fait, de dire ah bah là il y a, donc en fait on dit voilà il y a quelque chose qui est observable de manière fondamentale, c'est la mortalité toute cause, elle augmente de façon cyclique à l'hiver, descend, etc. C'est une donnée observable. Après, derrière les causes, c'est difficile vraiment d'associer. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est communément admis, c'est que c'est la saison hivernale et la saison où les pathogènes, les viraux et viraux surtout, viraux respiratoires, sont le plus actifs et ont les conditions qui sont réunies, notamment avec l'humidité absolue qui est faible, les conditions de température, etc. Donc, des conditions qui sont bien réunies pour permettre à ces pathogènes viraux de pouvoir être plus facilement transmissibles. Donc, ce que nous avons remarqué, en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de surmortalité notable au Canada en 2020 à comparer aux autres années. Je voulais juste vous poser une question rapide. C'est que nous voyons que le graphique monte légèrement avec les années. Donc, il y a plus de mortalité d'année après année. Est-ce dû plutôt à l'accroissement de la population? C'est cela? Alors, il y a juste plus de personnes qui meurent à chaque année parce que la population est plus grande que l'année précédente, c'est ça? Alors ça, nous, on n'a pas... Enfin, comment dire? C'est vrai qu'il faudrait normaliser par la population. Là, le graphique n'est pas normalisé par la population. Donc, il faudrait faire l'exercice
Donc il y a plusieurs paramètres. Alors les principaux, bien sûr, c'est la population qui s'accroît d'année en année. Mais il y a aussi un autre facteur, notamment pour les pays occidentaux qui ont une espérance de vie. Enfin, les gens vieillissent meurent de plus en plus vieux, si on veut, la population vieillit. Il faudrait donc intégrer peut-être aussi la structure, la pyramide des âges de la population. Donc c'est voilà, des choses qu'il faudrait développer. Par contre, quand nous regardons les provinces individuelles dans votre étude, il semble y avoir des différences entre ce qui s'est passé en 2020 quand on compare les provinces comme Québec versus Saskatchewan ou Québec versus Alberta. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différences en 2020, de la courbe de mortalité entre ces provinces-là? Voilà, c'est ça. Donc en fait, là, les premiers graphiques qu'on observait, c'était pour le Canada complet, donc les provinces et territoires. Et ensuite, les données peuvent également être en fait filtrées par province, ou aussi plus tard, on verra sans doute par âge et par groupe d'âge et par sexe. Et donc quand on observe en fait, donc grossièrement au Canada, donc on voit il se passe rien d'extraordinaire, la saisonnalité continue de façon attendue, si on veut, en tout cas, qui suit la tendance de la dernière décennie. Et après, quand on regarde quand même, on peut donc présenter les mêmes données en fonction de différentes provinces au Canada. Et là, donc, ce qu'on observe aussi, c'est que pour la période avant, en fait, je vais appeler ça la période pré-Covid, c'est-à-dire la période qui consiste là dans nos données de 2010 à avant le 11 mars 2020, date à laquelle l'OMS a déclaré la pandémie. Et donc, dans toute cette période-là, ce qu'on observe, et donc on l'observe là pour le coup au Canada, mais en fait, on a regardé des données. Donc, pour la France, on a publié déjà. On a notre papier qui est en cours. On a regardé les États-Unis, la Suède, l'Angleterre et Wales. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a la mortalité, la saisonnalité, donc la mortalité toutes causes confondues en fonction du temps, par unité de temps, est vraiment comme une copie conforme, entre guillemets, entre les différentes juridictions, donc entre les différentes provinces d'un même pays, par exemple le Canada, ou même entre les différents pays d'un même continent, ou même de différents pays à travers l'hémisphère nord. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de frappant. C'est cette mortalité qui est synchronome, donc elle augmente de manière... au même moment, de la même façon, les formes sont régulières également. Quand il y a des pics un peu plus importants, on les retrouve dans les différentes juridictions. Et aussi le ratio entre la baseline, donc la ligne de base, et l'amplitude, si on veut, du pic, des pics du pic hivernal, donc de la saison. Donc toutes ces choses-là, ce sont des caractéristiques qui sont assez constantes en fait, et qui sont vraiment qu'on observe depuis au moins 10 ans là, sur les données, mais depuis, pour la France, on a depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, on a même des données depuis le 1900. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Donc, c'est très régulier, si on veut. Et par contre, ce qu'on voit en 2020, ce qui se passe, c'est qu'il y a des variations très flagrantes de cette mortalité, toutes causes confondues en fonction du temps, qu'on n'observait pas dans la période pré-Covid. Et donc, alors là, je ne sais pas si vous avez un graphe à montrer. Peut-être le numéro 3A. D'accord. Je voulais juste donc préciser que ce que vous dites, premièrement, c'est que si nous comparons les décès, toutes causes confondues en 2020 à comparer aux années précédentes, c'est qu'il n'y a pas eu plus de décès que les années précédentes. Donc, toutes les statistiques et tout ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte pour nous faire peur que le COVID a causé énormément de décès et qu'il y a plus de morts cette année que l'année dernière, c'est faux. Là, deuxièmement, ce que vous dites, c'est que avant la date fatidique du 11 mars 2020, ces courbes de décès année après année dans les différentes provinces étaient toutes pareilles, comme des empreintes génétiques, digitales, pardon. Donc, durant l'hiver, les décès par semaine montaient et durant l'été, elles redescendaient et ces courbes se suivaient fidèlement d'une place à l'autre et même d'un pays à l'autre en Occident. Mais après le 11 mars 2020, on a vu
soudainement, des vastes différences entre différentes provinces. Ces courbes de mortalité-là ne se suivaient plus. Alors maintenant, nous allons voir, vous dites 3A? Par exemple, donc là, vous voyez de toute la période, donc il faudrait pointer avec peut-être un curseur la période donc, avant 2020. Avant 2020 serait juste avant les 2 dernières bosses. Alors, les 2 dernières bosses qu'on voit, les 2 derniers pics, ça, c'est 2020 et 2021. Et avant ça, voilà, c'est ça. C'est les années précédentes. Voilà, et donc on voit vraiment, alors après les personnes pourront regarder plus près parce qu'on fait des zooms en fait par province pour voir mieux les détails. Et donc c'est ça, on voit donc c'est essentiellement les mêmes variations. Et en 2020, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grosses différences. Alors là, on a vu pour le Canada, mais en France, aux États-Unis, c'est flagrant. Il y a ce qu'on a appelé le Covid peak. On a bien détaillé ça dans le premier article sur la France. Ou le pic Covid en français, qui en lui-même est vraiment une anomalie par rapport à plusieurs critères en fait. Le premier, c'est la synchronicité. Alors déjà, c'est là où il ne va pas apparaître partout dans toutes les juridictions, mais dans les juridictions où il apparaît, il est synchrone vraiment juste après. Donc c'est comme ça quand même que c'est assez étonnant, enfin, en tout cas remarquable. Il apparaît de manière très subite, très abrupte, juste après la déclaration, donc la semaine du 11 mars 2020, la déclaration de la pandémie par l'OMS. Donc ça, c'est un premier Pouvons-nous un moment aller voir la figure 4, juste pour étudier oui. le pic COVID, parce que ce que vous dites est très important. Oui. Je vais juste présenter brièvement le graphique. Alors, là, ce que nous voyons à gauche, ça descend, c'est l'année précédente, 2019, donc les mortalités baissent parce qu'on arrive vers l'été. Et ensuite l'année recommence et nous voyons que ça monte, les décès montent et il y a un pic à peu près en février. Donc, le premier pic que vous voyez à gauche, avant la ligne foncée, c'est, disons, au mois de février, puis ça commence à redescendre parce que la saison qu'on appelle la saison de grippe se termine, comme à chaque année, et on s'en va vers l'été. Mais tout à coup, c'est le 11 mars, quand on voit cette ligne foncée, c'est le 11 mars. La semaine du 11 mars, oui. Et ensuite, on voit ce qui est indiqué par la lettre C, c'est ce qu'on appelle le pic COVID. C'est-à-dire qu'après cette annonce, le 11 mars, on voit comme une éruption monter ce pic qui ensuite redescend très rapidement et ensuite c'est l'été, S. Oui. Alors, ça c'est ce qu'on appelle le pic COVID. Nous le voyons en France, nous le voyons au Québec, nous le voyons à New York, nous le voyons à certaines autres places, mais nous ne le voyons pas partout. Et c'est bizarre, pourquoi pas? Et c'est exactement ça qui est remarquable, parce que le fait qu'on voit des pics synchronomes, comme je le disais avant, surtout dans la saison vraiment hivernale, donc pendant la saison des transmissions virales respiratoires, c'est pas vraiment très anormal si on veut. Mais ce qui est vraiment très frappant, c'est que là, comme vous avez dit, le pic n'arrive pas dans toutes les juridictions. Quand on regarde au niveau du pays, on voit par exemple au Canada un pic, en France aussi, et quand on va dans les juridictions, où normalement on voit donc ces variations saisonnières régulières entre les différentes juridictions, provinces, États, régions, c'est très 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 régulier. Et là, en 2020, alors par exemple, il y a 34 des 52, enfin il y a 34 États américains aux États-Unis, on ne voit pas, ou alors on borderline, on appelle ça, donc quasiment indétectable, un pic quasiment indétectable qui n'existe pas ou qui est indétectable. En France, c'est 6 régions sur 13. En Suède, 18 comtés sur 21. Et au Canada, c'est 7 provinces sur 10 dont soit on n'observe pas ou très difficilement, quasiment inexistant, le pic Covid. Donc, c'est très hétérogène. On ne voit jamais ça dans toutes les données qu'on a observées. C'est vraiment là particulier à 2020, à ce pic Covid, la Covid pic tel qu'on l'a défini. Donc, le fait qu'il soit donc, synchronome après la déclaration de la pandémie, le fait qu'il y ait
très grande variabilité. Et alors, dans la variabilité, comme je l'ai dit, il y a des provinces ou des États dans lesquels il n'existe pas et d'autres dans lesquels il existe. Et dans ceux dans lesquels il existe, ça peut varier. L'amplitude en fait, de ce pic varie de à peine décernable à extrêmement impressionnante, comme à l'État de New York, aux États-Unis. Enfin, même pas l'État de New York, mais en particulier la ville de New York. Le pic est impressionnant par rapport à la baseline, alors qu'en, par exemple, Canada, Floride ou à Californie, le pic est inexistant, voire indiscernable, quoi. Donc, c'est non seulement présence-absence, mais c'est aussi dans les présences, il y a une variété d'amplitude. Et ça, c'est ce qu'on observe d'habitude pas dans les autres saisons épidémiques. Il y a donc ce phénomène-là. Et le phénomène de la temporalité, donc vous l'avez souligné, c'est normalement, le pic Covid arrive vraiment de manière tardive dans la saison. Généralement, on est déjà sur la pente descendante de la mortalité qui va rejoindre en fait le creux de l'été. Donc, hétérogénéité, temporalité, synchronicité. Voilà, donc c'est assez flagrant. Donc, si nous comparons sur la figure 3A les différentes provinces, elles sont colorées. Donc, celle en haut de la figure 3A, c'est Ontario. Ensuite, le Québec en orange. Ensuite, c'est en bleu pâle la Colombie-Britannique. Ensuite, c'est l'Alberta en mauve au bas. Puis tout à fait en bas, c'est la Saskatchewan. Alors, ça, c'est donc par semaine, les morts, toutes causes confondues dans chacune de ces provinces. Donc, en Saskatchewan, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le terrain est plat et leur courbe de mortalité est aussi plate que la géographie de cette province. Et nous n'avons aucune différence de décès, de taux de mortalité en 2020 dans cette province. Ensuite, nous regardons... Alors, il y a quelque chose de bizarre. Ils sont sur la même échelle, les provinces. Donc, après, si vous voulez aller dans le détail, il faudrait aller voir par province pour voir que là, c'est pas si plat que ça. Mais quand même, c'est vrai que... Ouais. Oui, je comprends, oui. Donc, c'est l'échelle... Puisque c'est une province beaucoup moins populeuse, il y aura beaucoup moins de décès à comparer au Québec et l'Ontario. Mais quand on compare, par exemple, l'Alberta avec... ou la Colombie-Britannique avec les deux autres provinces, Québec et Ontario, nous voyons qu'en 2020, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans les provinces de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Donc, les deux lignes en dessous du bleu et du orange, il y a les deux lignes en dessous. Il n'y a rien qui se passe en 2020. Mais pour l'Ontario, le Québec, nous voyons le pic COVID, le fameux pic COVID, parce que il y a 2021, nous voyons aussi, et nous allons en parler, un phénomène de possible surmortalité. Mais avant cela, nous voyons définitivement 2 dents de scie pour une année au lieu d'une dent de scie. C'est ça. Et si vous voulez avoir sur la même échelle, vous pouvez montrer, si vous souhaitez, la figure appendix A1. Là, c'est normalisé, les graphiques sont normalisés par la population de la province. Du coup, c'est sur la même échelle. Et donc, il n'y a pas toutes les provinces, mais il y a l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Et donc là, on voit vraiment bien donc, ces courbes qui se suivent. Et avec cette anomalie, donc le pic Covid en 2020 qui est extrême au Québec, qui est intermédiaire en Ontario, qui est quasiment indiscernable en Colombie-Britannique et qui est inexistant en Alberta. Donc, comment, si ce n'est pas le virus qui aurait causé ce pic COVID, qu'est-ce qui aurait causé ce pic, selon vous? Alors, nous, ce qu'on suggère, c'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours se dire, voilà, parce que on observe quelque chose, une anomalie, là, comme on l'a observé, là, le pic Covid. Qu'est-ce qui pourrait expliquer parce que c'est vrai que l'épidémiologie cherche toujours à trouver un peu les causes et les déterminants, surtout les facteurs de risque, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé en 2020 qui n'a jamais
eu auparavant une perturbation fondamentale de la société, des économies, des systèmes de santé, médicaux, etc. Mais c'est la déclaration de la pandémie et du coup les réorganisations qu'il y a eu au sein d'un pays, mais au sein même de différents juridictions. Et donc, en fait, on pense, selon l'hypothèse la plus probable, c'est que ça ne peut pas être uniquement lié à un virus qui agit seul dans une société non perturbée. C'est forcément une société perturbée de manière fondamentale c'est très probablement qui est la cause en fait de ces variations qu'on observe dans la mortalité, tous confondus. Donc ce qu'on dit, ça ne peut pas être uniquement un simple virus circulant. Il faut avoir un background pathogène plus une perturbation de la société. Et donc là en l'occurrence, les réponses à les réorganisations, par exemple le système de santé, je sais qu'en France, on avait au Canada aussi, vous aviez des stay-at-home orders, donc des demandes de rester chez soi et de ne pas, en France, c'était de ne pas aller consulter son médecin traitant, de ne pas se rendre à l'hôpital pour éviter de l'engorgement, pour ne pas consulter, de rester chez soi et puis de n'appeler les services d'urgence uniquement en cas de difficulté respiratoire. Donc, des choses qu'on n'avait jamais fait avant, et aussi le fait qu'officiellement, il n'y avait pas le message qu'on entendait, c'était qu'il n'y avait pas de traitement officiel pour la maladie, donc il n'y avait rien à faire, entre guillemets, à part attendre, rester chez soi. Et en France, prendre ce qu'on appelle du Doliprane, c'est de l'acétaminophène, la molécule, un antidouleur, un antifiévreux, antipyrétique. Donc il y a des choses qu'on n'avait jamais fait auparavant, et aussi le fait par exemple de ne pas transférer des patients de plus de 70 ans, par exemple de care home, donc d'un établissement pour personnes âgées, des personnes qui pouvaient qui pouvaient présenter des symptômes du Covid ou de pneumonie ou même d'autres, de ne pas les transférer à l'hôpital pour leur apporter des soins, et de les laisser par contre enfermés dans leur chambre, même peut-être dans un endroit qui n'est pas forcément aéré, et donc peut contaminer aussi les autres résidents, etc. Donc des choses qu'on aurait en temps normal pas fait, puisque en temps normal, quand les gens sont malades, on s'en occupe et on fait ce qu'on peut, même si on n'a pas de traitement. Enfin, c'est ce que les médecins, la médecine essaye de faire. Et là, c'est comme si que le système a été complètement sclérosé. Et donc, il y a eu plein de répercussions. Par exemple, au Canada aussi, vous aviez eu au Québec un rapport militaire, rapportant que certains employés des care homes ont comme abandonné un peu leurs résidents, donc ne se sont pas occupés, des personnes qui sont déjà fragiles dans un état de santé, pas forcément quand elles sont âgées, forcément avec l'âge vient aussi les comorbidités, donc elles sont plus à risque aussi. Donc c'est toutes ces... Alors c'est difficile de dire quoi exactement, mais en tout cas c'est sûr que les réponses de manière générale, donc les réponses à la pandémie, les réponses médicales ont dû jouer un rôle dans ce pic et dans cette variabilité de ce pic en fonction d'une juridiction à l'autre, etc. Donc, vous dites que ce sont les réponses, les mesures d'urgence elles-mêmes qui ont, en quelque sorte, contribué fortement à provoquer ces décès que nous observons lors de ce pic COVID. Donc, si quelqu'un vous disait « Ah, c'est impossible », ce qui est arrivé, c'est que le virus allait tuer beaucoup plus de personnes, mais parce que nous avons pris ces mesures sanitaires, le pic est beaucoup moins élevé qu'il l'aurait pu l'être. Et qu'en fait, nous avons sauvé des vies avec le masque et le confinement. Alors, si une personne vous disait ça, comment vous lui répondriez? Alors, je pense qu'il y a on peut répondre plusieurs choses. Déjà, quand on observe, encore une fois, quand on revient, parce que même si on observe ce pic qui est assez étrange, qu'on n'a jamais observé avant, qui a une accélération de la mortalité, même en incluant et après on n'a pas encore parlé, mais il y aura aussi à discuter à l'été qui a suivi, donc l'été 2020 qui a suivi le premier pic, le pic Covid. Donc même en intégrant toute cette mortalité sur l'année 2020, l'année cycle 2020, et même l'année calendaire, on a fait l'exercice, on ne l'a pas montré là, mais on voit les mêmes résultats.
on n'est pas dans une mortalité extraordinaire, on est dans une tendance, on suit la tendance sur une décennie, qui est quand même une bonne statistique, sur 10 ans. Donc même avec, si on veut, et donc il faudrait dire que, il faudrait imaginer qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a eu un pathogène extrêmement virulent, extrêmement pathogène, extrêmement meurtrier, extrêmement contagieux, enfin, qui aurait pu exterminer, enfin, ou en tout cas, comment dire, oui, bon, tuer beaucoup plus de personnes, je ne sais pas combien de plus, beaucoup plus de personnes. Mais comme on a eu des réactions et des réponses extraordinaires pour contrer ce pathogène, du coup, on a pu revenir à la mortalité attendue, si on veut, qui s'observe sur une tendance sur 10 ans. Donc il y a cette hypothèse-là, donc il y a eu quelque chose d'extraordinaire, des réponses extraordinaires, on a pu revenir exactement là où on l'attendait, ou alors, ben en fait, il s'est peut-être pas forcément passé quelque chose d'extraordinaire. Et généralement, en science, en fait, on essaye d'aller pour expliquer les phénomènes, de revenir à des théories les plus simples, en fait, qui peut expliquer les résultats de manière la moins complexe. Et donc, je dirais, une première réponse, ça serait, ben, en fait, peut-être qu'il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire, il ne s'est pas rien passé, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il ne s'est pas passé quelque chose au point qui est des réponses extraordinaires qui vont justifier une situation extraordinaire pour revenir à la normale. Peut-être, en fait, il ne s'est pas passé quelque chose d'extraordinaire, on était déjà sur la normale. Ça, c'est un premier volet de réponse. Ensuite, il y a eu d'autres études et les chercheurs continuent de chercher, généralement, de manière posée et raisonnable. Et il y a quand même eu beaucoup d'études, enfin, en tout cas plusieurs études, notamment, je peux vous renvoyer donc aux travaux du professeur Ioannidis à l'université de Stanford aux États-Unis. Aussi en France, on a le professeur Toussaint et des collaborateurs, donc qui ont analysé pour le coup. Alors eux, ils ont regardé la mortalité associée au Covid, donc nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait, donc c'est quelque chose de différent. Mais là, c'était vraiment, ils ont fait avec les données qu'ils avaient. Donc encore une fois, on peut discuter de la solidité de la donnée de base, mais en tout cas, ce qu'ils n'ont pas observé, en tout cas, ils ont observé qu'il n'y avait pas d'association entre les mesures qui ont été prises, donc toutes les mesures sociales, donc les distanciations, les confinements, les couvre-feux, tout ce qui avait été mis en place dans différents pays, ils ont regardé différents pays, avec la mortalité associée au Covid. Donc déjà, ça veut dire, c'est une autre partie de la réponse, c'est-à-dire que même s'il y avait eu quelque chose d'extraordinaire, bah, en fait, ce qu'on observe, c'est que les mesures extraordinaires qui ont été prises ne sont pas associées. Il n'y a pas d'association, donc ça n'a pas d'impact sur la mortalité Covid. Donc ça, c'est un autre volet de réponse. Alors après, nous, comme on ne regarde pas la mortalité associée à une cause, du coup, voilà, je ne peux pas dire plus que ça. Mais voilà, je pense que c'est déjà ces deux axes-là par lesquels je répondrai. Alors, il y a également un phénomène bizarre qui est survenu. Je crois c'est en l'été, cet été, ou est-ce plutôt l'été après le pic COVID 2020, il y a eu une surmortalité observée chez les jeunes hommes. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui. Alors déjà, je ne sais pas si on parlera après des 85+, mais en tout cas, pour les jeunes hommes, donc si vous allez, par exemple, alors vous avez peut-être un graphe à montrer. Voilà, 4 miles. Donc c'est la figure 7A, je pense. Bon, déjà, avant d'aller à la figure 7A, peut-être qu'on peut aller à la figure 6D, qui est parce que comme je le disais tout à l'heure, dans les données disponibles sur Statistique Canada, vous pouvez filtrer en fait la mortalité par province, par sexe ou par classe d'âge. Donc là, la figure 6D, c'est la mortalité toute cause au Canada pour la classe d'âge la plus jeune, la tranche d'âge la plus jeune des 0-44 ans, depuis 2010 à 2021 par semaine. Et donc ce qu'on observe, c'est que essentiellement, il n'y a pas vraiment. Alors ça, c'est une autre chose que j'ai pas décrite, mais c'est vrai que la mortalité, la saisonnalité qu'on observe dans la mortalité, c'est un phénomène qui est de plus en plus important. Plus l'âge, plus les personnes sont âgées, plus la catégorie, la classe d'âge est grande.
Donc, c'est-à-dire qu'il va être très important, ce phénomène de saisonnalité, l'amplitude va être très importante pour les 85+, un peu moins importante pour la tranche d'âge inférieure, etc. Jusqu'à l'âge chez les enfants, il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas de saisonnalité de la mortalité. Et donc là, pour la classe d'âge, c'est ce qu'on observe. On observe essentiellement pas ou très peu de variations saisonnières de la mortalité sur la dernière décennie. Et en particulier, là, si on observe les dernières années, donc à partir de, par exemple, 2017, on a comme un plateau de mortalité, toutes causes confondues, donc par semaine de 2017 à 2020. Et là, c'est quelque chose de très flagrant, en fait, quand on regarde les données. C'est quelque chose qui devrait être relayé par les médias, parce que c'est un phénomène qui n'a pas été vu depuis au moins 10 ans au Canada, c'est-à-dire une augmentation significative de la mortalité chez les jeunes personnes, donc inférieures à 45 ans, à l'été, qui a commencé donc à peu près à mai, mais surtout à l'été 2020, donc comme vous l'avez dit, qui a suivi le premier pic Covid de mars à mai 2020, et qui s'étend jusqu'à quasiment l'entrée de début décembre. Et donc ça, c'est quelque chose de flagrant et dont on n'a pas forcément entendu parler, mais c'est quelque chose de vraiment notable. Et après, quand on va dans le détail, on peut, donc là, c'était pour les deux sexes. Et quand on regarde, quand on filtre encore ces données par sexe, donc femme ou homme, on voit, donc ça c'est les figures 7A et 7B, qu'en fait, principalement, pratiquement essentiellement, l'essentiel de cette mortalité estivale 2020 chez les moins de 45 ans au Canada en 2020 et correspond à la mortalité chez les jeunes hommes. Donc chez les femmes, on voit, si vous voyez le graphe à l'écran, ça reste en fait quasiment plat. Et par contre, chez les hommes, on a vraiment encore ce plateau de 2017 à 2020. Et après 2020, on a une augmentation. Et ça, on a calculé, ça correspond environ à 2000 morts excédentaires en fait, sur cette période-là, qui dure à peu près 28 semaines, entre mai et décembre 2020, chez les jeunes hommes principalement. Donc ça, c'est quelque chose encore une fois, nous, c'est ce qu'on observe, voilà, les données, elles montrent ça. Après, d'essayer de comprendre les mécanismes, pourquoi ça demande... On peut faire des hypothèses, on peut proposer des explications. Si vous voulez, je peux essayer, mais il faudrait qu'il y ait des investigations, quoi. C'est de voir qu'est-ce qui s'est passé chez cette population, uniquement ou principalement chez le sexe masculin. Alors, il y a encore une fois, une différence entre certaines provinces pour ce phénomène de décès, de surmortalité chez les jeunes hommes. Alors, une hypothèse possible, selon ce que vous avez écrit, c'est que les mesures ont causé beaucoup de stress pour les jeunes hommes et qui ont réagi de façon différente, dépendamment de leur culture. Donc, par exemple, au Québec, nous ne voyons aucunement ce phénomène de surmortalité chez les jeunes hommes, tandis que dans le Canada anglais, il y a cette surmortalité chez les jeunes hommes. Le virus n'est pas sélectif par rapport à la culture, il me semble, et les mêmes mesures sanitaires ont été imposées à l'échelle du pays. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, expliquerait cette différence en mortalité entre le Canada anglais et le Canada français? Donc, encore une fois, c'est difficile, mais comme on essaye de proposer, en tout cas, des hypothèses, c'est vrai que déjà, de manière générale, parce qu'il y a quand même une différence notamment entre provinces, comme vous l'avez souligné, des différences flagrantes, mais également déjà entre les sexes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour les jeunes, pour la classe d'âge des moins de 45 ans, les hommes ont déjà plus de chances de mourir que les femmes au même âge. Ça, c'est décrit dans la littérature déjà. Il y avait des études, en fait, déjà dans les années 2000, qui ont commencé, qui ont regardé. On pourrait dire là parce que c'est vrai que les mesures ont été très stressantes, ont été jamais vues, entre guillemets, dans l'histoire de l'épidémiologie au Canada. Et on voit
que on pourrait supposer que ça impacte la santé directement des jeunes hommes, ou en tout cas des personnes, et notamment via le stress, parce que c'est vrai que ça, c'est ce qui a été décrit, alors aussi pour des travaux qui ont été menés donc, par Cohen et son équipe. C'est en fait les deux gros facteurs, enfin en tout cas les deux des plus gros facteurs qui vont prédisposer une personne à tomber malade, et en particulier, là, l'étude avait été faite pour la grippe, donc le modèle de maladie virale respiratoire, sont principalement donc l'isolation sociale et le stress psychologique ressenti par l'individu. Donc ça, c'est déjà deux gros éléments qui ont été amplifiés, si on veut, par les mesures mises en place. Donc l'isolation sociale, bien sûr, rester chez vous, social distancing, etc. Et le stress psychologique, il y a plusieurs choses. Il y a le stress déjà de la maladie, parce que si on entend qu'il y a un virus pathogène qui circule et qu'on peut mourir, etc., de manière récurrente dans les médias, c'est quelque chose qui est stressant pour les personnes, si on parle de la maladie. Mais après, au-delà de ça, avec les décisions et les restrictions économiques qui ont été mises en place, donc les fermetures de commerce, etc., ça peut donner une pression supplémentaire financière aux jeunes hommes, peut-être entrepreneurs, ou des personnes actives. Voilà. On peut, donc du coup, après, ça peut... et donc tout ce stress-là, ça c'est vraiment connu aussi, c'est un facteur prépondérant de la santé de l'individu. Donc plus une personne est stressée, si je résume, plus elle est susceptible de tomber malade. Et donc après, voilà, on peut imaginer on peut imaginer, c'est d'ailleurs ce que l'étude, il y avait une étude qui avait été faite par l'université métropolitaine de Leeds en 2006. Donc ils avaient étudié donc des jeunes, à peu près 50 000, je sais plus, non, ils avaient étudié 44 pays, et les jeunes hommes de 44 pays, inférieurs à 45 ans. Et en fait, c'est ce qu'ils voyaient. Donc les hommes étaient plus susceptibles de mourir que les femmes du même âge. Et c'était vraiment très hétérogène, encore une fois, entre les pays, etc. Mais les principales causes, donc il y avait cancer, maladie cardiovasculaire, homicide, suicide, accident, et comportement à maladie chronique du foie et cirrhose, et donc comportement aussi abusif, abus d'alcool, de drogue, etc. Donc on peut imaginer, on peut dire que les mesures ont été stressantes d'une part, et aussi elles ont impliqué peut-être des comportements dangereux de la part des jeunes hommes qui prennent peut-être aussi plus de risques, selon certaines études, que les femmes au même âge. Après, en fonction donc là, c'est pour la différence entre hommes et femmes. En ce qui concerne les différences entre les différentes provinces, là, c'est quelque chose, je pense, que vous connaissez sûrement mieux que moi, ou même peut-être que Denis aurait pu mieux expliquer que moi, en fonction des relations sociales, peut-être qu'il y a entre des jeunes personnes au Canada, entre les différentes provinces du Canada, donc entre le Québec et l'Ontario. C'est des pistes, en fait, à creuser, de savoir, de comprendre d'où ça vient. Parce que c'est vrai que fondamentalement, comme vous l'avez souligné, un Canadien qui habite au Québec ne va pas être fondamentalement différent d'un Canadien qui habite en Ontario, parce que c'est deux provinces juxtaposées, du même pays, généralement, une culture générale, voilà. Après, il y a sûrement des différences. Il y a sûrement des subtilités qui demandent à être creusées et à chercher. Parlons maintenant des décès des personnes âgées, 85 et plus. Vous avez un graphique 6A, la figure 6A, parce que je parle de cela parce que vous avez parlé de l'effet du stress. Et vous avez dit que le pic COVID après le 11 mars 2020 n'était probablement pas causé par le virus en tant que tel, un virus spécialement virulent, mais plutôt les mesures d'urgence elles-mêmes, et que une des mesures, ou les mesures en totalité, ont causé beaucoup de stress chez les aînés, et auraient pu ensuite, en causant ce stress, les prédisposer à toutes sortes de maladies et enfin à la mort, aurait pu provoquer la mort. Et nous voyons ici un graphique qui... nous voyons le pic COVID. Ensuite, il y a une petite flèche qui montre, disons, entre guillemets, un manque de décès.
il y a eu moins de décès l'été 2020 chez les personnes âgées, très âgées, 85 et plus, que d'habitude. Alors, pouvez-vous expliquer ce phénomène de sous-mortalité chez les vieillards après le pic COVID? Voilà, donc si vous avez, comme vous l'avez décrit, là, le graphique à l'écran, donc on a la variation mortalité toutes causes confondues par unité de temps, donc là par semaine en fonction du temps, donc 2010 à 2021. Et donc on voit, on a dessiné la summer baseline, donc la ligne en fait foncée qui est sous cette variation mortalité, c'est la base estivale, si on veut. Et donc, ce qu'on observe, c'est que donc elle a été là, c'est peut-être un détail, mais elle avait été calculée donc, de 2013 à 2019. Donc, vous voyez que de 2013 à 2019, on est bien à chaque fois sur la base estivale. Et en 2020, ce qu'on observe, l'été 2020, c'est qu'on est en dessous de cette tendance, de cette base estivale. Et donc, nous, l'hypothèse, encore une fois, parce que tout est possible dans l'absolu, mais qu'est-ce qui est le plus probable? Le plus probable, c'est que il y a une accélération des décès chez les 85+. En fait, quand on voit il y a eu ce pic, Covid pic, qu'on a appelé là juste avant, qui a augmenté, qui a accéléré. Donc, il y a eu des 85+ qui sont morts sous ce pic-là, d'une façon dans une période courte, donc d'une façon rapide. Et ensuite, on retombe, donc normalement, on retomberait, si on n'avait pas de pic extravagant, on retomberait à la normale attendue estivale. Là, on retombe en dessous. Donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que la densité, enfin les morts qu'on a sous le pic Covid, là, le pic vraiment extrêmement fin qui arrive, qui est centré en avril, je pense, ou en mai 2020, en fait, pourrait correspondre à la sous-mortalité. Donc ça se compense. Il y a une surmortalité pendant une période courte, pendant de 2 mois, mars à mai 2020, et il y a une sous-mortalité à l'été. Et donc en fait, ce qu'on propose, c'est que c'est les personnes qui sont les plus fragiles, donc les personnes 85+, plus de 85 ans, donc âgées, avec souvent des comorbidités, elles vont être le plus sensibles aux causes hivernales de mortalité de manière générale. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais je peux brièvement le mentionner là. C'est que quand on regarde les mortalités par classe d'âge, donc il y a 4 différentes classes d'âge disponibles au Canada, ces variations de mortalité, donc quand on regarde tous les ans la mortalité hivernale, les pics sont plus importants chez les 85+, mais ils arrivent au même moment que les catégories, les âges, les classes d'âge antérieures, enfin, moins âgées. Donc, ce qui veut dire que les causes, on ne sait pas vraiment quelles sont les causes, mais on sous-entendu des pathogènes qui circulent, etc. Les causes hivernales de mortalité qui vont induire une augmentation de la mortalité l'hiver sont les mêmes pour les différentes classes d'âge, mais c'est juste que les populations les plus fragiles, donc les personnes âgées, vont être plus sensibles. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans le graphique aussi de la figure 6A. Donc ces personnes qui tout de suite, elles vont être alors fragiles du point de vue de la santé. Donc c'est sûr que s'il y a un pathogène qui circule, et comme on l'a dit auparavant, normalement, quand il y a la saison hivernale, on isole les personnes qui présentent une grippe ou peu importe le pathogène, mais qui sont malades, qui sont activement malades, donc qui ont des symptômes, donc qui peuvent contaminer leurs co-résidents. Généralement, on les isole et on s'en occupe. Alors que là, on les a isolés, mais tous en même temps. Donc, ils ont potentiellement plus contaminés, donc comme des foyers condensés. Et en plus de ça, on n'a pas pu les déplacer à l'hôpital pour des soins intensifs, par exemple. Donc tout ce qu'on a décrit auparavant, voilà, c'est des causes. C'est les personnes âgées les plus fragiles sont les plus sensibles à toutes ces causes. Donc, et donc, accélération de la mortalité. Donc, tout de suite, les plus fragiles. Là, il y a aussi le syndrome de glissement, on appelle ça en français. Ça va très vite chez les personnes âgées. Il y a perte du goût de la vie quelque part, et donc elles peuvent se laisser mourir, quoi. Ça, c'est quelque chose de décrit aussi dans la littérature. Et du coup, c'est accélération de ces morts qui, normalement, s'il n'y avait pas eu ce stress de la population et ces changements drastiques et fondamentaux de la société, en fait, ce serait quand même
aurait quand même eu lieu, parce que c'est des personnes notamment en fin de vie, mais de manière plus graduelle et plus normale, si je veux dire. Et du coup, on n'aurait pas retrouvé cette sous-mortalité à l'été, puisqu'elle aurait été bien répartie. Alors que là, on a accéléré, donc à la fin, les personnes qui étaient les plus fragiles et qui avaient peu d'espérance, une espérance de vie relativement faible, donc sont décédées dans ce pic Covid-là, et donc pas à l'été et à l'hiver qui a suivi. Alors, ces personnes âgées, ce sont comme des feuilles en automne qui tournent, qui changent de couleur. Et c'est comme après le 11 mars, ils ont secoué cet arbre. Toutes les feuilles sont tombées en même temps. Et il ne restait plus de feuilles à tomber plus tard dans l'année. C'est donc, on a vu une absence de décès puisque toutes les feuilles ont été secouées après cette date du 11 mars où ils ont implanté toutes ces mesures stressantes, bouleversantes, où ils ont vidé les hôpitaux des personnes malades et les ont transportés dans des centres de soins de longue durée. Donc, tous ces chambardements ont donc causé cette surmortalité que nous voyons, ce pic COVID. Maintenant, pour conclure, dans votre article, vous dites que s'il n'y a pas eu de mesures, il y aurait probablement eu moins de décès en 2020 que ceux que nous avons observés. En d'autres mots, non seulement il n'y a pas eu plus de décès que la normale en 2020 à comparer aux autres années précédentes, mais qu'il y aurait probablement eu légèrement moins de décès en 2020 si ce n'était pour les mesures sanitaires mises en place. Est-ce bien cela ce que vous avez affirmé? Oui. Alors après, c'est ça en fait, c'est que ces mesures extravagantes, extraordinaires, qui sont inédites, qu'on n'a jamais vues auparavant, voilà, selon, encore une fois, selon l'hypothèse la plus probable, pour nous, elles sont à l'origine de l'excès de mortalité qu'on peut observer, donc notamment dans le pic Covid, à l'été aussi, qu'on n'a pas discuté, mais si, on a discuté pour les 45 ans, mais on voit aussi dans d'autres juridictions en 2020. Après, encore une fois, on aurait pu, par exemple, pour les 85+, on n'aurait peut-être pas forcément eu de changement, puisque la mortalité accélérée, elle serait répartie de manière normale, donc il n'y aurait pas vraiment de changement. Par contre, pour les 45+, on aurait probablement pu éviter ces morts excédentaires, qui d'ailleurs demandent encore une fois à être investiguées, de comprendre ce qui s'est passé pour cette catégorie d'âge-là et pour ce sexe-là. Après, c'est difficile avec des si, on refait le monde, et donc la seule façon d'avoir un contrôle absolu serait d'avoir un monde parallèle avec exactement les mêmes conditions et ne pas de faire aucune de ces mesures. Donc là, ça serait le contrôle que tout bon scientifique, bon contrôle cherche à avoir. Mais c'est impossible, hein, vous comprenez bien. Donc, c'est uniquement on essaie de comprendre avec les données qu'on a, des données qui sont solides. Pour nous, ce sont les données les plus solides. La mortalité de toute cause, c'est vraiment fondamental. On peut pas, c'est la mortalité qui est bias-free, donc elle n'est pas biaisée, quoi. Avec ça, en comparant donc, des données historiques, parce que il ne suffit pas juste de regarder ce qui s'est passé à un instant T, il faut toujours mettre les choses dans un contexte historique avec une perspective de temps notamment, et donc on a le temps, donc la décennie, même pour les États-Unis, on remonte jusqu'à 1900, pour la France dans les années 60, etc. Donc, et aussi une perspective donc, géographique, donc avec notamment donc, pas uniquement de pays, mais des sous-juridictions de pays. Donc, avec ce qu'on a, on peut essayer de proposer, puis d'analyser, puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et en tout cas, je pense qu'on peut être convaincu. Bon, déjà, ce qui est assez rassurant quelque part, en tout cas, c'est que pour le Canada, du moins en France, et aussi pour les États-Unis, ça sera un papier qui va arriver. Mais c'est qu'il n'y a pas eu, même avec toutes ces mesures extraordinaires, on reste dans la mortalité normale ou attendue pour l'année 2020. Est-ce qu'il y aurait eu
moins peut-être, mais est-ce que ça aurait été statistiquement moins? Peut-être pas, parce qu'on est quand même dans une tendance. Mais voilà, donc c'est voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alors, c'est quand même incroyable ce que vous avez découvert, ce que vous avez démontré, parce que ça va à 100% contre le narratif dominant qui dit qu'il y a eu une année exceptionnellement meurtrière en 2020, et si ce n'était pas pour les mesures sanitaires, ça aurait été pire. Ce que vous dites, c'est que l'année 2020, et vous l'avez démontré avec les statistiques de Statistique Canada, n'avait aucune anomalie par rapport aux années précédentes en termes de mortalité. Alors, 2020, si on regarde les autres années à comparer, il n'y a aucune surmortalité palpable, visuellement et statistiquement. Mais ce que vous dites en plus, c'est que si ce n'était pour ces mesures sanitaires, nous aurions probablement eu moins de décès en 2020. Non seulement les mesures sanitaires sont inutiles, elles sont en fait meurtrières et ont possiblement précipité les décès des vieillards stressés en centre de soins de longue durée et aussi auraient peut-être précipiter les décès de jeunes hommes qui seraient comportés de façon différente à cause de ces événements stressants. Comment donc vivez-vous cette dissonance entre votre narratif et celui qui est dominant? Comment vivez-vous ça personnellement? Bonne question. C'est vrai que c'est pas forcément évident parce que c'est comme un décalage entre la réalité et la réalité bis. Parce que encore une fois, c'est sûr qu'au début, par exemple, moi aussi, peut-être j'ai été effrayée la première vague en 2020 parce que c'est arrivé tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, etc. Donc forcément, quand on a peur, on ne réagit pas forcément de la meilleure façon, enfin, ou en tout cas sur le long terme. Et après, une fois que, voilà, ce moment de, OK, là, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, donc essayons de voir ce qui est en train de se passer, allons voir qui sont les personnes les plus reconnues, ou en tout cas qui ont le plus de connaissances dans le domaine, allons voir ce qu'elles proposent, leurs études. Donc moi, je me suis aussi inspirée de Ioannidis quand j'ai vu que lui, il proposait déjà, alors en mars, je pense, en avril 2020, avec le peu de données qu'il avait et avec surtout son expérience et ses compétences, était capable de dire que il faudrait peut-être faire attention à ne pas rentrer dans une folie parce que, en tout cas, lui, ce qu'il prédit, ce sera pour le Covid de l'ordre de la grippe, quoi, de la grippe saisonnière. Donc voilà, donc j'essaie de me rapprocher de ça et après surtout de les voir, ok, bah, allons voir, encore une fois, mortalité toute cause. Parce que mortalité Covid, bien sûr que là, dans ce cas-là, si je regardais que la mortalité Covid, bah, bien sûr qu'il se passe quelque chose parce qu'on est passé de zéro avant 2020 à des milliers, et maintenant des centaines de milliers de morts Covid maintenant. Donc bien sûr qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Maintenant, est-ce que, encore une fois, ces mortalités-là, toute cause, est-ce qu'il y a eu plus de morts Covid, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas eu de morts Covid avant. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de morts totalité de confondus, ou alors est-ce que ça veut dire qu'il y a les gens qui sont en mauvaise santé et qui sont âgés, ben et c'est ce qu'on voit, hein, l'âge médian moyen, enfin, en tout cas en France, 84 ans, les personnes avec comorbidité, etc., ce sont elles qui sont les plus vulnérables en fait face à la maladie. Et après, encore une fois, par exemple le CDC, je pense, avait déclaré que 94% de mémoire, 94% des personnes étiquetées, enfin décédées Covid, en fait, avaient une pathologie sous-jacente. Donc, encore une fois, c'est des choses voilà, que j'ai essayé de me raccrocher, de me dire, OK, mortalité toute cause, c'est une donnée solide. Il n'y a pas quelque chose de mon point de vue, il n'y a pas une donnée plus solide que ça, parce qu'on ne peut pas la trafiquer. Ou alors, il faudrait vraiment penser qu'on cache des morts ou qu'on en invente. Mais bon, là, je ne pense pas. Je pense qu'on peut quand même faire confiance au système de comptage des morts de nos pays, en tout cas les pays occidentaux, qui sont quand même bien... Enfin, ils ont quand même des statistiques qui sont bien... Des bases de données qui sont quand même bien, voilà, bien faites et puis rapportées de manière systématique et assez, dans un temps assez court, quoi. Donc, voilà. Donc, je me dis, OK, j'ai ces données-là. Voilà. Essayons de raisonner, quoi, d'enlever le côté
émotionnel, si je veux dire, et la peur, parce que, bah, encore une fois, on peut pas vraiment agir, on peut pas réfléchir aussi quand on a quelque chose qui nous fait peur, quoi. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de faire, et après c'est voilà, c'est en lisant, ben, en recherchant. Moi, j'ai la chance quelque part que c'est une grosse partie de mon métier tous les jours, depuis maintenant 1 an et demi, de lire des publications, de regarder les données de près, de faire des graphiques, enfin, d'analyser les statistiques, etc., de discuter, parce qu'on n'est pas que tous les trois, Denis, Jérémy et moi. Bien sûr, on est en contact avec de nombreux scientifiques du monde entier, etc. Donc tout ça fait que, ok, il y a quand même des choses là, sur lesquelles on peut se raccrocher, et du coup de voir, c'est vrai que comme vous le disiez, il y a comme une dissonance entre les médias qui, voilà, qui disent quelque chose, et après la réalité épidémiologique telle qu'on peut l'observer de la manière la plus fondamentale. Alors à moi, mon truc, ça a été de couper un peu la télé. En fait, bon, déjà, j'ai pas de télé, mais d'essayer voilà, de me dire, bah, je vais plus lire les journaux principaux. Moi, je vais juste aller directement lire les publications scientifiques, et d'essayer de tous les journaux, parce que c'est vrai qu'il y a encore, c'est encore une autre thématique, mais voilà, il y a différents. Bon, toujours est-il que voilà, ça a été un peu ma stratégie d'essayer de me couper des choses un peu trop émotionnelles, et d'aller voir vraiment les données, quoi. Et puis d'essayer de réfléchir posément. J'avais un meme, j'avais publié sur Facebook l'année passée un meme qui disait la meilleure façon de se débarrasser du COVID-19, puis on voit quelqu'un qui lance sa télé dehors par la fenêtre. Et c'est encore la même chose aujourd'hui, c'est que on nous conte un narratif qui n'est pas du tout basé sur la vérité. Marine Baudin a publié dernièrement un article qui nous démontre que, avec les statistiques de Statistique Canada, qu'il n'y a pas plus de décès en 2020 que dans les années précédentes, et que le pic COVID que nous observons au Québec, par exemple, cette mortalité soudaine que nous voyons après le 11 mars, date à laquelle l'OMS aurait déclaré une pandémie, mais ce pic-là n'est présent que dans certaines places, et donc c'est hautement suspect, et donc probablement causé par les mesures sanitaires elles-mêmes, et que finalement, la conclusion, c'est que dans sa recherche avec Denis Rancourt, la mortalité serait probablement plus basse en 2020 s'il n'y avait pas eu du tout de mesures sanitaires. Alors, en d'autres mots, les gouvernements ont probablement provoqué des décès, et maintenant ils s'en vont vers des mesures coercitives encore plus fortes sous prétexte de protéger des vies. C'est complètement aberrant. Mais je vous remercie énormément, Marine Baudin, docteur en sciences, en microbiologie, de nous avoir d'avoir discuté avec nous du COVID et de cette supercherie statistique qu'on nous balance. Alors, merci beaucoup, et bonnes vacances. Merci bonne fin de vacances. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Alors, c'était Marine Baudin, docteur en sciences, qui nous a parlé de, justement, cette analyse qu'elle a faite avec Denis Rancourt, ex-professeur de l'Université d'Ottawa. Elle a analysé la mortalité au Canada de 2010 à 2020, et elle a vu qu'il n'y avait aucunement plus de mortalité en 2020, et que le pic de décès que nous avons observé au Québec et en Ontario, par exemple, suite à l'annonce par l'OMS de la pandémie, le 11 mars 2020, bien, ce pic-là, on ne le voit nulle part au Canada, sauf en Ontario et au Québec, possiblement en Colombie-Britannique, mais très peu. Et ce qui veut dire, puisque les virus ne discriminent pas par zone géographique, tout le monde a des aéroports, tout le monde circule librement au Canada, au moins avant cette situation pseudo-pandémique. Donc, ces pics-là ont très probablement été provoqués non par le COVID, non par un virus meurtrier, mais par les mesures sanitaires elles-mêmes. Et que si ce n'était pas pour ces mesures sanitaires-là, il y aurait eu moins de décès, moins de vieillards enfermés, épeurés, secoués, isolés,
négligés et même euthanasiés, il y aurait eu moins de cela et nous aurions eu moins de décès en 2020 que dans les années précédentes. Mais vraiment, en 2020, il n'y a eu que des décès comme d'habitude dans les années précédentes. Incroyable étude. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cet entretien et je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.